Bonjour à tous, merci d'être présents pour cet atelier. Je remercie aussi mes prédécesseurs parce qu'ils ils ont introduit le sujet, sachant qu'ils se sont placés plutôt sur la partie utilisation de Dataiku et ce qu'apporte Dataiku. Nous, on va prendre le temps de cette intervention pour vous expliquer la phase amont, c'est-à-dire que vous êtes sur une stack technique historique. L'entreprise a décidé de passer sur un autre outil, Dataiku. Comment on opère cette modernisation, comment on opère ce passage, sachant que vous avez beaucoup de cas d'usage historiquement sur votre plateforme et dans votre environnement. Vous vous posez la question, comment on va faire pour transformer tout ça et comment je vais prendre en main mon outil. Donc on va être plutôt sur cette partie-là. Donc sur les 20 prochaines minutes, on va vous faire part de nos retours d'expérience sur ces sujets-là, en vous donnant quelques bonnes pratiques qu'on a pu tirer de la modernisation d'environnement data vers Dataiku, et également répondre à quelques questions qui sont parfois des freins ou des inquiétudes à la migration ou à la modernisation sur Dataiku. On se présente rapidement peut-être. Oui, donc bonjour, je suis Nicolas Benoît, je suis responsable Practice Data Platform chez Lincoln. Donc moi, c'est Maxime Boursin, je suis directeur conseil, développement innovation, donc je travaille et j'accompagne avec les équipes, les entreprises, dans le cadre de modernisation d'environnement data, d'identification de cas d'usage autour de l'IA, de l'IAGEN, beaucoup en ce moment, et du benchmark d'outils et autres, OT, roadmap et operating model. En deux mots, qui est Lincoln pour ceux qui ne nous connaissent pas? Lincoln, c'est une société de conseil spécialisée dans la data et l'IA. On intervient, historiquement on est connu pour notre expertise SaaS, c'est une société qui a 30 ans, on s'est fortement transformé il y a 7 ans. On est connu pour notre expertise SaaS historiquement, et puis on a changé de stratégie data, on s'est orienté beaucoup plus vers l'open source, et puis on s'est orienté aussi sur Dataiku depuis 2019. On travaille, plus de 35% de nos projets sont réalisés dans le domaine bancaire et assurantiel, auprès de l'IT, des métiers, dans les problématiques risques réglementaires ou marketing client. La petite histoire avec Dataiku, on est partenaire depuis 2019. On a beaucoup investi dans la solution après l'avoir testé sur un cas d'usage prédictif dans le sport. Et puis, on a aujourd'hui 80 collaborateurs certifiés niveau Advance et 5 formateurs, Train the Trainer. Pour la petite histoire, et c'est l'origine de la photo qui est sur l'image, c'est que Dataiku a lancé un challenge LLM Mesh. Ils en ont parlé durant toute la journée de leur fonctionnalité LLM Mesh. Et ils ont lancé un challenge autour de la création d'un produit d'IA à partir du LLM Mesh en se basant sur l'engagement des fans durant les JO. Et donc, on a eu le plaisir d'avoir le trophée du meilleur produit IA développé avec l'outil LLM Mesh de Dataiku. Donc ça, c'est la photo avec la coupe en plastique. Bon, revenons à notre sujet, de modernisation d'environnement data. Dans un contexte data, banque, assurance, on l'a dit, redit, vous avez un patrimoine de données colossal, des cas d'usage, un nombre de cas d'usage très important, souvent des fois empilés, avec des programmes qui sont empilés, pas toujours commentés, et des users qui sont soit des aficionados de la data, des experts de la data, et qui sont experts souvent dans un langage, une solution historique, type SaaS, et aussi des utilisateurs qu'on retrouve qui ont intégré des équipes et qui font tourner des requêtes sans maîtriser pour sortir des reportings et sans forcément maîtriser leur cas d'usage. Et donc, c'est ce contexte qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans une modernisation ou une migration. On est souvent dans une exploitation de la data, mais ça, c'est pas que dans le secteur bancaire assurantiel, siloté entre l'IT et les métiers, des cas d'usage développés côté métier, des fois on-premise et sans véritable visibilité, en tout cas côté IT. Et puis bien sûr, et ça vous en avez parlé juste avant, on est dans un domaine où il y a des exigences réglementaires spécifiques, on a besoin d'historiser la donnée, d'historiser les reportings, et donc ce sont des sujets qu'il faut traiter spécifiquement dans le cadre d'une migration. Quels sont les enjeux
Alors souvent on parle de modernisation, migration, refonte. Migration, du coup on est dans le cas où on va faire du transcodage pour retrouver les cas d'usage dans Dataiku. Je parle dans l'ordre de cadre de migration. Alors nous on fait beaucoup de SaaS aussi, mais donc du coup voilà, on opère du transcodage quand les cas d'usage sont clairs, maîtrisés. Et puis on parle aussi de refonte parce que dans certains cas, quand les cas d'usage ne sont pas forcément maîtrisés, c'est plus agréable de refondre ces cas d'usage pour l'utilisateur, voire même d'améliorer ces modèles analytiques, ces scoring, parce qu'ils n'ont pas été forcément rechallengés sur les derniers mois, les dernières années. Et donc c'est l'occasion de les refondre. Donc du coup, une modernisation, c'est certes de la migration, mais c'est aussi de la refonte. Quelles sont les questions que se posent nos clients? Alors il y en a plusieurs. Dans le cadre d'une modernisation, le premier, c'est le coût. Ah ouais, mais c'est bien de moderniser, de passer sur Dataiku, mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher en implémentation, ça coûte très cher et également globalement quand on prend l'ensemble de tous les coûts. Donc aujourd'hui, et Nicolas va vous expliquer quels sont les outils dont on dispose aujourd'hui pour réduire ces coûts et être sur du coup un projet qui derrière va dégager du ROI à moyen terme. On est dans un contexte où de toute façon il faut moderniser parce qu'il y a un manque de ressources sur certains outils. Et il y a des universités ou des écoles d'ingénieurs qui ne forment plus sur certains outils. Donc il est nécessaire aussi de moderniser son environnement. Et enfin, on va parler de la performance, et vous en avez parlé juste avant, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, quand on installe Dataiku, qu'on utilise Dataiku, on a des gains de performance, à condition, mais ça, Nicolas va y revenir, dans son utilisation et dans les cas d'usage qui sont développés. Un fil rouge à tout ça, et qui est extrêmement important, on y reviendra, c'est assurer la conduite du changement lorsqu'on modernise un environnement, accompagner les utilisateurs et faire en sorte que l'adoption fonctionne avec une vraie méthodologie. Je laisse la main à Nicolas, je crois que j'ai overshooté mon premier timing. Ok, on en a parlé. Merci Maxime. Donc lorsqu'on parle d'optimisation de coûts et de temps, on peut distinguer deux phases qui sont indissociables. La première phase, c'est l'audit. De quoi on parle? De quel patrimoine on parle pour migrer? Deuxième phase, une fois qu'on sait sur quoi on s'engage, on passe sur une phase de migration. Quelle méthodologie utiliser? Quel outil j'ai à ma disposition pour justement accélérer cette migration? Sur l'audit, première des choses, analyser les besoins. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les outils que j'ai à ma disposition, je réponds à tous mes besoins que j'ai, surtout lorsqu'on parle aujourd'hui, toute la journée on a parlé, d'IA, de LLM. Quels sont mes usages actuels? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de la data transformation? Est-ce que je fais du stockage de données? Est-ce que je fais de la data science? Donc le but, c'est d'inventorier tout ce patrimoine. Quand on parle effectivement de solutions existantes, souvent on peut trouver des données, des programmes qui sont sur différents serveurs, qui sont même sur les postes des utilisateurs. Donc dans cette première phase, l'objectif, c'est justement d'auditer et de savoir de quoi on parle. Donc on a un outil Analyzer qu'on a développé chez Lincoln qui nous permet justement de recenser ces programmes, ces données, et de savoir est-ce que c'est de la data prep, est-ce que c'est de la data science, etc. La priorisation des programmes, importante. On peut se retrouver avec un nombre considérable de programmes de data. L'objectif, c'est de faire une migration, donc de dire, je vais me concentrer sur les programmes à valeur. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment utile de migrer un programme qui a été développé en 2012 par un stagiaire qui est noté test? Bon. Sur les données, c'est la même chose. Les données, on les migre. On peut faire le split entre données froides et données chaudes. Les données qu'on sait qu'on va avoir besoin, et les données froides qu'on sait qu'on va peut-être garder, mais au cas où. Donc le but de tout ça, c'est réduire le périmètre de migration, donc le quoi. Sur la deuxième question, c'est où? Où je vais migrer mon existant? Donc on parle Dataiku. Dataiku s'accompagne aussi d'une data platform. On en parle depuis tout à l'heure, on parle des nouveaux outils. Donc il faut définir, soit j'ai un écosystème IT qui est moderne, que je peux réutiliser, soit je dois définir aussi sur quelle data platform je vais faire tourner mes programmes. Et enfin, le quand et le qui, sur la définition d'une roadmap. Alors, un petit retour d'expérience. Donc, en base 100, avant analyse d'un patrimoine existant,
Ce qu'on analyse après l'analyse, après l'audit, on arrive à une réduction de 70 à 90% du périmètre. Ce qui est considérable notamment lorsqu'on sait qu'on part sur un projet qui est quand même coûteux. Donc le but, c'est vraiment de diminuer le périmètre. Les autres avantages, je l'ai dit, on se concentre sur les programmes à valeur ajoutée. Ça permet de faire le ménage aussi. Parfois c'est fait, parfois ça n'a jamais été fait depuis 15 ans, 20 ans. Identifier les programmes à usage réglementaire. On en parlait juste avant, hein, c'est des programmes, il y a une réglementation derrière, une obligation si vous êtes audité, de pouvoir retrouver le résultat du rapport que vous avez fait jusqu'à 5 ans. La refactorisation possible des programmes, un point important. Lorsque vous avez plusieurs directions qui développent des programmes sur potentiellement des mêmes data, donc qui remontent des données une fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, tous les jours les mêmes données sont remontées, mais à des endroits différents pour des besoins différents. L'objectif de cette modernisation, c'est de dire non, la même donnée, je vais la remonter qu'une seule fois. Donc on refactorise aussi les besoins. Et enfin, un point aussi important, c'est l'implication des métiers. On parle de personnes, d'un projet de migration, d'un changement hein, quand même, un changement de mindset aussi. Donc c'est dès le début, embarquer les métiers sur ce projet. Deuxième phase, qui est la phase méthodologie. Ah. Dans l'autre sens, sur toute la suite, la méthodologie. Donc j'en ai parlé. 1, la définition de la nouvelle architecture. Il faut savoir où on va migrer, sur quels différents outils on va migrer nos programmes et nos données. 2, migrer les données historiques. Pareil, données froides, données chaudes. 3, maintenant on s'attaque au programme. Comment je les migre? Chez Lincoln, on a développé un outil, on l'a nommé IA Converter, qui permet d'accélérer cette conversion. C'est un assistant basé sur une technologie LLM. On parle de consultant augmenté, qui nous permet de gagner de 30 à 50% en productivité. Ça nous permet aussi de commenter le code. C'est possible que sur des programmes qui datent d'il y a 10-15 ans, les personnes qui l'ont développé ne sont plus là, et c'est des programmes qui peuvent faire 2000-3000 lignes. Donc ça nous permet d'accélérer, à avoir un commentaire. Le 4, c'est le tester. Quand on parle de migration, il ne suffit pas de changer le code, il faut tester. Donc pareil, on a un outil qui nous permet de comparer les résultats du nouveau programme versus l'ancien. La validation des programmes doit se faire par les métiers. Ça, c'est une obligation. Les métiers, c'est eux qui mettent le tampon « je valide », puisque c'est eux qui vont l'utiliser à la fin. Donc ça veut dire bien les embarquer. Et enfin, ne pas oublier de décommissionner le programme à la fin. Pourquoi je dis ça? On est souvent sur une timeline assez longue en termes de programme, de projet-programme. L'idée, ce n'est pas d'avoir le nouveau programme qui est développé avec l'ancien qui est continué à tourner ou l'utilisateur continue à modifier l'ancien. En parallèle de tout ça, l'objectif, c'est de mettre en place une gouvernance. C'est le moment. C'est une nouvelle stack technologique. C'est le moment de remettre une nouvelle gouvernance. Quels sont les environnements? Comment on automatise? Qui a accès? Et enfin, une comitologie projet, assez standard, hein, comité de suivi, comité de pilotage, en invitant bien IT et métier. Assurer la continuité opérationnelle. Un point important, on parle de migration. Ça veut dire qu'il y a un existant. On ne va pas arrêter l'existant pendant le projet. Ça veut dire qu'il faut continuer à assurer l'existant. Donc on parle encore une fois, point 1, la définition de l'organisation du projet. Les métiers, les personnes qui utilisent les programmes doivent être obligatoirement associés, ne serait-ce que pour valider. Après, s'ils ont un peu plus de temps disponible, ils peuvent aussi participer à l'effort de conversion. Deuxième point, le business as usual, c'est ce que je disais. Il y a des rapports réglementaires qui sont sortis, donc il faut continuer et ça doit rester la priorité. Donc bien décommissionner au fil de l'eau aussi, hein, tous les rapports. Et le troisième point, les contraintes réglementaires, notamment par rapport à tout ce qui est, pour ces rapports-là, quand on migre, bien garder en tête, attention, possibilité d'audit, garder en tête qu'on doit être en capacité de reproduire le résultat jusqu'à 5 ans en arrière. Ouais. Enfin, une partie un petit peu plus technique,
Bon, gagner en performance, c'est aussi ce qu'on attend. Donc, comment DataIQ fonctionne, hein. Lorsqu'on lance un programme, on utilise la puissance de traitement de la base de données. Donc là, il y a 3 exemples, hein, que ce soit du cloud, hein, assez classique, hein, soit du traitement distribué, donc on-prem avec du Spark notamment, soit des bases de données on-premise. 2 choses en warning quand même à faire attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des nouveaux utilisateurs qui vont en direct lancer des programmes et utiliser le compute de la database. Donc attention au dimensionnement de la database. Et en 2, vous allez avoir des nouveaux utilisateurs aussi. Donc attention à bien dimensionner là où est installé DataIQ. Voilà. Merci. 4e point, et donc c'est la question de la conduite du changement. Donc ça, c'est une phase qu'il ne faut surtout pas négliger, on en parlait au début, pour favoriser l'adoption. Ah oui, c'est pas bien passé là, il y a des bandes noires, mais du coup, pour favoriser l'adoption de l'outil par les utilisateurs. Tout à l'heure, Nicolas a montré un slide, et c'est pour montrer qu'il faut les accompagner du début jusqu'à la fin. Tout à l'heure, Nicolas a montré un slide sur le fait qu'il fallait... c'était bien de faire une phase d'audit pour essayer de diminuer le patrimoine à migrer. On a parlé de 70 à 90%. Là, s'il y a des gens dans les métiers, et surtout quand on commence à venir voir, à faire des ateliers avec les métiers, quand on leur explique l'objectif qui est de dire il faut réduire de 80% votre patrimoine, là, c'est pas possible, non, c'est pas possible, j'ai besoin de tout. Voilà, et même ce que je sortais, mon reporting que je sortais avant, je l'utilise une fois tous les 9 mois, il vous le faut absolument, etc. Donc, cette diminution de patrimoine et cet accompagnement, ça doit être une problématique d'entreprise qui vient du haut, en disant, de toute façon, il y a une target qui est de dire, je diminue de 50, 60, 70%, 80% le patrimoine pour réduire les coûts de ma modernisation et ma migration. Ça doit passer par là. Mais du coup, on doit accompagner les utilisateurs. Et dans la conduite du changement, et pour parler de la formation et de l'apprentissage, il y a 2 phases. La découverte, l'apprentissage, elle se prépare. Donc normalement, il y avait une petite typologie avec un petit mapping. Mais ce qu'on fait au départ, c'est qu'on catégorise les utilisateurs en fonction de leur maturité data, en fonction de leur expertise historique. On a parlé d'Excelry tout à l'heure, c'est assez drôle. Donc il y a des Excel users qui va être intéressant d'accompagner pour l'utilisation de DataIQ. On a des utilisateurs SaaS qui peuvent être pas forcément des gens faciles à accompagner sur DataIQ parce qu'ils travaillent depuis 20 ans sur la même solution et ce n'est pas évident du jour au lendemain de passer à un autre outil. Ce qu'on fait aussi dans la phase de préparation, c'est d'identifier les promoteurs. En fonction de ces différentes typologies, et là il y avait 4 petits paquets, on va adopter le programme de formation et d'accompagnement. Donc, en fonction de différents profils, qu'on soit product owner, expert data, user métier, Excel user, on va lui proposer un programme d'accompagnement tout le long du parcours et de l'apprentissage sur DataIQ. À base de e-learning, à base de formation interne, de coaching, de pair programming, potentiellement dans la refonte de nouveaux cas d'usage. On a mis, à titre d'exemple, les temps de montée en compétences. Donc, j'ai entendu plusieurs timings dans la journée. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'un expert data, il monte très très rapidement en compétences sur DataIQ et devient très autonome sur ses use cases au bout d'1 mois. Alors, ça peut être plus long en fonction des... ça peut aller jusqu'à 2 mois en fonction de la solution historique et du bon vouloir aussi du user à passer sur la nouvelle solution. Et puis, du coup, un novice dans la data, plutôt Excel user, peut mettre de 1 à jusqu'à 6 mois pour monter en compétences. Le fil rouge de tout ça, et nous, c'est un élément important pour nous, et de réussite dans l'adoption de l'outil, c'est que tout le long du projet de déploiement sur la nouvelle solution, on préconise de favoriser l'acculturation collective. Concrètement, c'est quoi ? C'est mettre en place des rituels, en s'appuyant notamment sur vos promoteurs, de mettre en place des plateformes, on en a parlé tout à l'heure chez Generali, mais mettre en place des communautés, du partage, des plateformes d'échange pour partager les best practices sur l'utilisation de nouvelles fonctionnalités de DataIQ. Et enfin, c'est communiquer, valoriser les avancées.
Dès qu'il y a du coup des nouveaux cas d'usage qui sont mis en place, du coup communiquer dessus. Un point qui, moi, me paraît important, c'est les certifications. Aujourd'hui, vous avez, et Dataiku met en place un process de certification qui est plutôt bien rodé. Et dans la conduite du changement et dans la modernisation, l'accompagnement des utilisateurs, nous, on s'est rendu compte que c'était hyper important que de passer les différentes étapes. Passer la certification Core Designer, l'Advance, le ML. Et ça donne quelque part le sentiment, et c'est le cas, de maîtriser de mieux en mieux l'outil quand on met ses collaborateurs dans ce process-là et qu'on les accompagne dans ce process-là. Avoir une médaille à chaque passage et à chaque franchissement de marche, c'est hyper important dans l'adoption de l'outil. Je me dépêche parce que j'ai terminé, je crois. Je vais passer très rapidement sur l'apport de Dataiku quand on a modernisé, parce qu'on en a parlé beaucoup. Donc, là, il y a la meilleure accessibilité, au cas d'usage et à la fameuse démocratisation, notamment avec le low-code, no-code. Favoriser le partage entre l'IT et les métiers. Voilà, une plateforme collaborative où on partage le pipeline et la structuration de différents cas d'usage. Ça permet plus facilement, et on l'a vu avec la web app tout à l'heure de l'intervenant de BPI, de mettre en place des produits data bout en bout et d'être en mode data product. Quand on a une vraie partage entre l'IT et les métiers, ça permet aussi de mieux gouverner ces cas d'usage et les applications qui sont développées. Et également, et là je prendrai un cas d'usage à la Banque Postale, c'est on a avec la Banque Postale refondue, on avait présenté l'année dernière d'ailleurs, des cas d'usage de scoring, d'appétence, scoring anti-churn. On les a refondus avec Dataiku, sachant qu'ils avaient été réalisés avant sur du SaaS. Et ça a les refondre sur Dataiku, en utilisant les modules et visual receipts de Dataiku, a permis d'améliorer les performances des modèles assez nettement dans tout ce qui est score d'appétence et anti-churn. Dernier slide, et je ne vais pas le commenter parce qu'il retrace un petit peu ce qu'on a dit, mais ce qu'on pourrait dire en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on a maintenant 6 ans, on va dire, 6 ans d'expérience sur la modernisation, l'accompagnement d'entreprises sur la modernisation et la migration vers Dataiku. Et fort de cette expérience, on a construit aujourd'hui des outils, une démarche, une méthodologie qui permet quand même de réduire les coûts et de maximiser l'adoption de l'outil. Donc je pense que les freins sont moins importants. Ceux qu'on a encore, et je sais qu'on pourra en discuter avec certains d'entre vous, notamment durant cette journée, ceux qu'on a encore, du coup, peuvent s'appuyer aujourd'hui sur tout ce qui a été réalisé, les faux pas qui ont été réalisés, mais également les réussites et tout ce qui a été développé, notamment avec l'apport de l'IA, pour du coup aider à cette modernisation et faire de cette modernisation un succès. Je m'arrête là. Si vous avez des questions, je pense qu'on les pose plutôt au cocktail, c'est ça ? Rendez-vous au cocktail. Merci. Merci.